Je vais pas y arriver, Anna, je vais pas y arriver. Et moi, je croyais complètement en elle, elle avait réussi. J'ai confiance en vous, je sais que vous êtes capables d'y arriver tous autant que vous êtes. On dit que ce sont nos élèves, on les catégorise, on les punit. Mais pourquoi ? Pourquoi l'enfant se comporte mal et Exactement. pourquoi il faut le punir ou non ? Oui, je veux que vous fassiez les choses parce que vous avez compris que c'était important. Moi, je me réfère à un cadre qui nous protège, lui et moi. Pour pouvoir être libre, il faut un cadre. Absolument, et ça se voit qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas rester assis comme ça sur les chaises. Mon enfant est hypersensible et dyscalculique, dit Ouais. tout. Bon, ok. Comme ils se pensaient nuls, ils avaient abandonné. J'ai pas besoin de faire d'efforts parce Et que donc, dans j'arrive tous pas. les cas, j'y arrive pas. Faire de sa différence une force le plus tôt possible. De ne pas informer dans le but de préserver. Non. En fait, dire la vérité, ça peut aussi donner des armes. On sous-estime la capacité de résilience des enfants. Si jamais il y a un doute sur un enfant, que vous avez un doute, appelez le 119. Devant moi, il y avait 26 pères Dieu qui te regardent. Il faut faire le spectacle. Éduquer, ça demande beaucoup d'amour propre. Pense que t'es tout puissant. Moi, je suis exceptionnelle et vous avez été choisis chacun parce que vous êtes exceptionnels et on a été mis ensemble pour vivre une année exceptionnelle. Bonjour et bienvenue dans le podcast Différemment avec moi, donc Zoé No Gluten. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Anna, qu'on connaît aussi sous le pseudonyme de La Vie d'enseignante sur les réseaux sociaux. Donc Anna, on s'est rencontrés une fois dans la vie réelle, mais ça fait un peu plus longtemps que ça que je la suis et j'adore son contenu. Donc elle partage sa vie du quotidien en fait finalement sur les réseaux, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie de vivre. Et je me suis pas mal reconnue dans son parcours parce qu'elle a un parcours atypique duquel on parlera peut-être durant le podcast. Mais je me suis posé la question, Anna, en préparant le podcast aujourd'hui. J'ai été un peu bloquée parce que pour moi, c'était logique que tu devais venir. Enfin, on s'est rencontrés, je me suis dit, mais c'est sûr que je dois l'inviter dans le podcast. Mais le podcast, en fait, de manière générale, on parle d'alimentation, on parle de santé. Et pour moi, c'était logique qu'Anna venait parce que les profs, pour moi, ça a un vrai rôle à jouer là-dedans. Mais là, en créant l'interview, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va lui faire dire à Anna ? Et donc, en fait, je me suis posé pas mal la question. J'y ai passé quelques heures. Et je me suis dit, mais pourquoi pour moi, en fait, c'est important ? Et en fait, pour moi, c'est important parce que tout commence dans l'enfance. Et surtout, toutes les habitudes qu'on crée, toutes les idées qu'on a de nous-mêmes, en fait, pour beaucoup, alors pas tout évidemment, il y a des choses qu'on peut travailler à l'âge adulte, mais il y a quand même beaucoup de choses qui s'engrainent dans qui on est depuis l'enfance, et c'est pour ça que pour moi, les professeurs sont tellement importants, et c'est pour ça que je pense qu'on a plein de choses à se dire là-dessus. Et je me suis dit que pour que ça intéresse les gens, en fait, on pourrait parler de toutes les choses qu'on apprend à l'école ou qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on aurait aimé avoir appris à l'école, et de comment ça nous affecte à l'âge adulte ou pas. Je sais pas si ça te va comme... Très bien, merci Zoé, je suis hyper honorée moi aussi d'être là parce que ça fait un moment que je te suis et même si je ne suis pas intolérante au gluten et que voilà, j'ai pas de difficultés alimentaires particulières, je trouve que ton contenu il est tellement joyeux, enthousiasmant et c'est vrai que je me reconnais aussi en toi. Parce que j'ai l'impression qu'on a un peu la même approche à la fois de l'enseignement et aussi de la vie. On a envie de partager des choses qui sont d'un point de vue un peu différent. Donc voilà, pour ce qui est de l'enseignement et du rôle des profs, je te rejoins complètement. Déjà, ça fait partie du programme scolaire en fait, de parler de l'alimentation, de la pyramide alimentaire, de ce qui est bon pour sa santé, de sensibiliser les enfants dès l'école primaire et même à l'école maternelle à leur santé en fait, à un certain rapport à leur corps, à la fois à travers des séances sur l'alimentation spécifiquement, mais aussi à travers l'éducation physique et sportive, à travers tout ce qu'on va faire avec eux. Le corps en fait, il a une place finalement très distante dans les apprentissages. Et notre rôle, à certains moments, en tant que professeur des écoles, c'est de rapprocher ce corps qu'on a tendance à éloigner quand on est dans le domaine de l'esprit pour apprendre à le connaître, savoir de quoi il est composé, comment est-ce qu'il est fait, qu'est-ce qui est bien pour nous, comment est-ce qu'on doit dormir, se brosser les dents, qu'est-ce qu'on doit manger pour être en bonne santé, etc. Donc ouais, je pense que c'est pertinent de parler d'alimentation et d'enfance. Mais c'est bien que tu le rappelles parce que franchement, je pense pas que c'est quelque chose que tout le monde sait. En tout cas, en France, on met beaucoup l'accent quand même sur les maths, le français, apprendre à lire, apprendre à écrire. Et certes, c'est hyper important. Mais moi, quand moi j'étais enseignante en tout cas, bien sûr qu'il fallait enseigner tout ça. Mais pour moi, tout le reste a tout autant d'importance. Complètement. Et donc, je sais pas, s'il y a une chose que tu enseignes à tes élèves et qui est hyper importante, je sais pas moi, une valeur dans la vie, tout, ça serait quoi ? Genre, qu'est-ce que tu dirais que tu leur apportes ? Alors, je sais pas si c'est ce que je leur apporte véritablement, mais en tout cas, ce que j'ai envie de leur apporter, c'est un regard critique. Ça serait de pouvoir regarder les choses avec un pas de côté, avec un peu de distance, et d'essayer de se dégager le plus possible de ces instincts
premier. Donc de l'esprit critique et donc du coup une forme de liberté dans la manière dont ils pensent. L'école, elle est aussi là finalement pour accompagner les familles, éduquer les enfants, développer leur esprit, leur apporter le plus de connaissances possible pour les faire réussir. Mais elle est aussi là pour leur permettre, s'ils en ont le besoin, de se distancier de l'éducation qu'ils ont reçue dans l'intime, dans la famille, pour pouvoir ensuite faire leurs propres choix, des choix qui leur appartiennent vraiment. Et en termes d'alimentation, par exemple, je trouve que c'est assez intéressant parce que, par exemple, à l'école, dans toutes les écoles, il y a des règles différentes concernant les goûters, concernant ce qu'on a le droit d'apporter, de ne pas apporter, etc. Et ça marque aussi une forme d'identité de l'école. Donc, quand à l'école... on s'obstine à refuser d'apporter des gâteaux, des emballages, des choses industrielles, etc. Ça montre une prise de position, une conviction que moi j'estime juste, qui est qu'à l'école, on apprend aussi à manger correctement, on mange différemment de la maison et on goûte à tout. On a une diversité de plats qui sont pas forcément meilleurs en termes gustatifs parce que c'est vrai que on a tous connu la cantine qui n'a pas la meilleure réputation en France, mais à la fois elle est importante parce que la cantine, elle rassemble tous les élèves, on mange ensemble et on mange pas forcément ce qu'on mange à la maison. Alors le fait par exemple de s'opposer à manger à la cantine, ça veut dire quelque chose, ça montre quelque part que les élèves sont pas forcément prêts non plus à s'intégrer totalement au collectif. Et donc, c'est notre rôle d'enseignant d'essayer de progressivement les intégrer à la société qui est la leur, ici, et en l'occurrence l'école, et de participer avec tout le monde. Je dis pas qu'il faut les forcer à manger, évidemment, mais je dis que ça mérite une réflexion, en fait, de fait de proposer aux élèves des plats collectifs qu'on mange tous ensemble, des plats qui sont différents de la maison, qui ressemblent pas forcément à la cuisine de sa maman. C'est important, parce que ça te permet à toi, en tant qu'élève, de montrer que toi t'es dans ta propre vie, elle est à l'école, et à l'école on mange aussi différemment. Et de s'ouvrir au monde quoi finalement, et t'as dit plein de choses hyper intéressantes déjà là en 4 minutes, sur lesquelles on peut rebondir. Mais tu parlais de liberté, et tu parlais donc d'abord d'esprit critique, et le fait de pouvoir de pouvoir faire ce pas de côté, d'avoir cet esprit critique, et justement effectivement je pense que dans le monde d'aujourd'hui c'est hyper important, justement parce qu'on a toutes les informations dont on a besoin à portée de main, et aujourd'hui le truc, c'est plus d'avoir tout dans sa tête par cœur, parce qu'on peut tout trouver sur son téléphone, sur l'ordinateur, partout. L'important, c'est de pouvoir trier les informations qu'on trouve, finalement. Exactement. Et ça me fait penser au fait que là, récemment, j'ai lu pas mal d'articles et vu pas mal de choses passer sur les mathématiques. Et par exemple, à quel point les filles se dévalorisent en maths. En France, on fait partie des pires élèves de l'Europe à ce sujet. On est un des pays dans lequel les filles sont les moins présentes dans les filières scientifiques et ont le moins confiance en elles. Et dans une des vidéos que je regardais tout à l'heure, une des chercheuses parlait du fait qu'il y avait une étude qui avait été faite sur le fait que sur 2 groupes d'élèves, un à qui on avait dit qu'il allait avoir un exercice en géométrie, l'autre à qui on avait dit qu'il allait avoir un exercice en dessin. Et dans le groupe du dessin, les filles ont beaucoup mieux réussi que dans le groupe où on avait juste donné l'énoncé de la géométrie, alors que c'était exactement le même exercice. Elles ont même surperformé, elles ont même mieux réussi que les garçons dans l'autre groupe. Donc ça montre bien que elles sont capables de raisonner et ça montre l'importance des mathématiques. Donc je dis ça pourquoi ? Parce que c'était un peu capillotracté, parce que quand on parle de raisonnement, quand on parle de raisonner, à l'école, on est censé pouvoir apporter ça dans tous les domaines. Donc à la fois en français, en histoire, en géographie, en sciences, mais aussi en maths. Et en maths, c'est encore plus vrai parce que les mathématiques qu'on apprend à l'école primaire, c'est beaucoup de calcul. Il y a beaucoup de calcul mental. Mais ce qui doit primer, en fait, c'est vraiment le raisonnement. Parce que les mathématiques, ça nous apprend à réfléchir, ça nous apprend à raisonner, et c'est pour ça qu'elles doivent aussi être au cœur de nos programmes. Et donc, quand on a l'impression de faire des mathématiques et de pas vraiment être dans le développement de son esprit critique, on le fait aussi. Alors, on le fait en français quand on étudie un texte, on le fait en histoire quand on découvre une période de l'histoire, quand on apprend à se repérer dans le temps, mais on le fait aussi en maths quand on apprend à résoudre un problème, parce que on apprend à raisonner de manière logique avec un esprit scientifique, et ça va nous aider plus tard à faire des choix éclairés. C'est hyper intéressant que tu mentionnes cette étude parce que, encore une fois, pour moi, ça revient à la chose de laquelle je parlais au tout début, quand je disais qu'en fait, dans l'enfance, on se construit un petit peu en tant que personne, on construit son identité et on construit
l'idée qu'on a de nous-mêmes en fait finalement. Et donc si depuis l'enfance on se dit je suis une fille, je suis nulle en maths, ou bien qu'on l'a entendu, ou bien qu'on a vu des vidéos, ou bien que la maîtresse l'a dit, ou je sais pas, en fait parfois je me dis en tant que maîtresse, en tant qu'adulte avec un enfant, parfois on va dire quelque chose, on va pas s'en rendre compte, mais c'est quelque chose qui va rester pendant très très longtemps dans la tête de l'enfant et qui va vraiment former qui il devient. Et donc en fait quand on est en classe, justement, je pense qu'un des rôles, effectivement, c'est de créer cet esprit critique, mais aussi de les aider à prendre confiance en eux et à avoir envie d'aller vers ce raisonnement, d'avoir envie d'aller vers la difficulté, de pas avoir peur forcément de l'erreur, bien sûr, qui est très mal vue encore en France. Complètement. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on puisse avoir vraiment un esprit critique si on n'a pas confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on a peur de se tromper, on a peur de l'image qu'on va renvoyer si on se trompe. Et donc, du coup, un esprit critique, ça demande forcément de prendre des risques, même dans la pensée. Quand on a envie de critiquer quelque chose auquel tout le monde adhère, c'est forcément risqué et on va forcément avoir des retours négatifs. Et donc ça, il faut savoir les gérer aussi et avoir les épaules et avoir assez de confiance en soi pour pouvoir réagir. Ouais. Donc ça va complètement ensemble. C'est sûr que la confiance, le développement de l'esprit critique, l'estime de soi, ça aussi c'est des choses qu'on développe beaucoup à l'école. Et comment on fait pour travailler ça à l'école ? Parce que même en tant qu'adulte, il y a plein de personnes pour qui c'est encore très très compliqué. Je pense qu'il y a à la fois un apprentissage explicite, donc c'est un peu du langage de prof pour dire le fait d'en parler de manière claire, enfin parler de confiance en soi, apprendre à identifier ses émotions, ce qu'on ressent quand on est frustré, quand on est déçu de soi, et dire aux enfants de manière évidente, moi j'ai confiance en vous, je sais que vous êtes capables d'y arriver tous autant que vous êtes, même si vous avez des difficultés, moi je suis persuadée que vous pouvez y arriver. Et à la fois dans les petits détails du quotidien, c'est-à-dire dédramatiser toutes les erreurs, rassurer les enfants, les accompagner dans le processus d'apprentissage et de raisonnement, leur donner de l'autonomie, les laisser se tromper et leur montrer que l'erreur c'est quelque chose de vachement positif parce qu'en fait on apprend beaucoup plus vite quand on accepte ses erreurs que quand on les refoule. Voilà, toutes ces choses-là qui font partie du quotidien d'enseignant. Je pense que tu l'as vécu aussi toi quand tu as enseigné. Bien sûr. Mais il y avait une vidéo que tu avais faite, je sais plus si c'était une vidéo, un podcast, je sais pas, un contenu que j'ai vu passer de toi et qui m'avait vraiment touchée, où t'expliquais que chaque année tu organises un spectacle avec tes élèves, que tu écris, enfin voilà, que tu mets en scène, etc. avec eux, et que le rôle principal du spectacle, tu le donnes systématiquement à quelqu'un qui en a besoin, et par besoin, t'expliquais que c'était une personne qui n'était pas forcément à l'aise sur scène, qui avait pas forcément confiance en elle, et que ça pouvait l'aider, en fait, et que c'est ta manière de faire un cadeau à cette personne. Ça me touche que t'en parles parce que ça me... Wow. Je suis vraiment extrêmement sensible, je suis en train de pleurer. Non mais, parce qu'en fait, donc ça a commencé ma première année d'enseignement, j'ai donné le rôle du petit prince à une élève, donc déjà c'était pas un garçon, alors que je pense que les enfants s'attendaient plutôt à ce que je donne à un garçon. Et c'était une petite fille qui avait sauté une classe, qui était vraiment géniale, qui avait plein de qualités, qui était très sensible, pleine de profondeur, mais qui était très très timide, du fait qu'elle était un petit peu plus jeune que les autres. Et donc je lui ai donné ce rôle. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment que ça avait bouclé notre année en beauté parce que ça lui a permis d'assumer tellement brillamment ce rôle devant les autres. Et quand on investit quelqu'un d'un rôle important, je trouve que les enfants nous le rendent systématiquement. Et l'année dernière, c'était aussi pareil. Il y avait une petite fille qui avait vraiment besoin, cette année-là particulièrement, de prendre confiance en elle. Et j'y pense d'ailleurs, ça fait longtemps que j'y ai pas repensé. Et je lui avais donné un rôle important aussi. Elle avait été brillante. Elle avait été super stressée. Je me souviens, elle était là, je vais pas y arriver, Anna, je vais pas y arriver. Et moi, je croyais complètement en elle. Elle avait réussi. Et j'étais toujours très fière. Et franchement, je ne doute jamais de ça. Je sais que les enfants réussissent en fait quand on les investit d'une confiance. Ça me fait aussi penser ça au fait que quand un enfant se comporte pas comme on le voudrait ou manque de respect à ses camarades, n'écoute pas les consignes, etc. Il y a ce réflexe humain qui est de punir. Je voulais en parler juste après, justement. Comment tu fais alors ? Alors, dans ma classe, il n'y a pas de système de comportement, il n'y a pas d'échelle de comportement parce que j'estime que quand on dit à un élève « tu es dans le rouge, tu es un mauvais élève aujourd'hui », même en lui disant qu'il peut s'améliorer, lui,
il interprète cette information en étant quelque chose de définitif. Je suis un mauvais élève. C'est pas aujourd'hui, je me suis pas très bien comportée. C'est pas facile, je trouve, de la nuance d'esprit de se dire, bah, attends, en fait, c'est juste aujourd'hui, relativiser là-dessus. Même nous, en tant qu'adultes, on n'est pas toujours capable de le faire. Donc, mais pas en faire son identité, quoi. Je pense que c'est important. Enfin, moi, je donne l'exemple aussi de dire, je dis pas, je suis sans gluten. Je déteste cette phrase. C'est, je mange sans gluten, ça ne me caractérise pas. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ça veut dire que genre, tu es composé entièrement de non-gluten. Mais oui, mais en fait, c'est dans en France, on dit beaucoup ça. Ouais, je suis sans gluten, moi, donc, ça veut dire je vais pas en manger. Bien mais sûr. en fait, non. Non, je suis pas sans gluten, en fait. Et c'est pareil pour les enfants. Je suis un mauvais élève. Non. Tu t'es mal comporté. C'est aujourd'hui, exactement. Et ça, c'est beaucoup plus clair, en fait, de le dire aux enfants. Là, aujourd'hui, tu t'es mal comporté et donc je voudrais que tu répares ton erreur. Parce que c'est ce qui se passe à l'école primaire. Il n'y a pas de conseil de discipline comme il peut y avoir au collège, au lycée, etc. En primaire, on répare son erreur, en fait, en élémentaire. On va vers l'enfant et on essaie de trouver avec lui une solution pour qu'il puisse réparer son erreur et qu'il puisse observer que toute erreur est réparable d'une certaine manière, qu'on a le droit de se tromper et qu'il a le droit aussi, lui, d'être... pardonner, il a le droit de réparer, parce que c'est une grande responsabilité de réparer son erreur quand on a fait du mal à quelqu'un, quand on a volé quelque chose, quand on a manqué de respect à quelqu'un. C'est une grande responsabilité de pouvoir venir vers cette personne, présenter véritablement ses excuses, lui demander ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'elle se sente mieux, ne plus recommencer et investir encore une fois la confiance. Cette confiance-là dans le comportement des enfants, moi je pense que c'est primordial. Dire à un élève que tu es dans le rouge, ça va juste lui renvoyer une image négative. Et quand on brise l'estime de soi dans l'enfance, c'est ensuite très difficile d'attendre de cet élève-là qu'il devienne un élève modèle. C'est rare les enfants qui ont le recul et la maturité pour se dire « je suis dans le rouge et ceci me donne la force pour redevenir dans le vert et devenir quelqu'un de bien ». Souvent, c'est pris comme une injustice parce que c'est vrai qu'on comprend pas tout ce qui se passe dans leur vie et que parfois on juge un peu rapidement parce qu'on est prof et qu'on n'a pas toujours le temps, et je comprends très bien. Donc moi je veux m'éviter ce genre de situation, et donc pour éviter ça, je n'ai pas de système de comportement, et c'est hyper intéressant qu'on en parle maintenant parce que ce matin on a eu un conseil de coopération, c'est-à-dire un moment où les élèves prennent la parole dans la classe, disent ce qui va pas, ce qu'ils ont envie de changer, des idées qu'ils ont de projets, etc. Et une des élèves m'a demandé une échelle de comportement comme ils avaient l'année dernière dans leur classe précédente. Et on a parlé de ça, justement, parce qu'il y a certains élèves qui voudraient une échelle de comportement, et souvent c'est les élèves qui sont dans le vert. Souvent c'est les élèves qui sont toujours tout en haut, et qui sont toujours d'excellents élèves, et qui ont des récompenses. Et donc c'est ce que j'essaie de leur dire. Je leur dis, mais vous voyez pas que ça ne fonctionne pas, parce que vous êtes toujours dans le vert. Donc vous avez tout le temps des bons points, des récompenses, des choses positives qui vous arrivent. Et en fait, quand t'es dans le rouge tout le temps et que toute l'année t'as passé ta vie entre rouge, orange, jaune, parfois vert de temps en temps, mais en fait ça te plombe l'image que t'as de toi. Donc t'as pas envie de te retrouver là-dedans. Et moi j'ai pas envie d'infliger ça à mes élèves. Mais voilà, je sais que c'est un système qui existe, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je pense que certains profs ont l'intelligence de le faire vraiment avec justesse et arrivent à ne pas étiqueter les élèves et à faire ça comme une sorte de thermomètre de l'ambiance de la classe. Et je suis mais vraiment admirative de ces gens. Moi, je sais que je n'aurais pas la capacité de le faire parce que je pense que je l'utiliserais trop comme un outil de... je sais pas, de attention, je vais te mettre dans le rouge, voilà, et je veux pas tomber là-dedans. Donc aussi pour me protéger moi et mon comportement, et pour éviter ce genre de moments, parce que je sais que quand on est fatigué, quand on enseigne beaucoup, on peut faire ce genre de choses. Pour éviter ça, parce que je pense pas avoir les capacités de le faire vraiment de manière éthique, je préfère ne pas le faire et gérer au cas par cas en fonction des élèves que j'ai dans la classe. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi la question de la motivation qui est intrinsèque ou bien qui est extrinsèque. Dans le cas du rouge, du vert, etc. C'est si j'ai un bon comportement, je vais grossir le trait, je vais recevoir un bonbon si je suis dans le vert ou une récompense. Oui. C'est une motivation qui est extrinsèque. J'adore ce terme, et je sais que je le dis tout le temps, mais pour moi, en fait, c'est un vrai truc même à l'âge adulte, de savoir pourquoi on fait les choses. Oui. Et en fait, quand on sait pourquoi on fait les choses, à quoi ça sert véritablement de faire les choses. Exactement. En fait, il y a beaucoup de problèmes qui s'éliminent. Et donc, quand les enfants comprennent justement le fait que tu aies eu la discussion avec eux ce matin, quand ils comprennent pourquoi
il y a ou non cette histoire de points et enfin de vert, de rouge, etc. Ils ont une meilleure raison finalement qu'un bonbon de bien se comporter. Oui, et c'est ce que je leur ai dit aussi. Je leur ai dit, moi, je veux que vous vous comportiez bien parce que vous avez conscience que c'est important pour vous et pour les autres de se comporter bien, pas parce que vous voulez gagner un privilège et avoir le privilège d'inviter un copain dans la classe. Enfin, c'est pas mon objectif. Ouais. Je ne veux pas que vous fassiez les choses pour ça. Je veux que vous fassiez les choses parce que vous avez compris que c'était important. Et peut-être que parfois dans la vie, on n'a pas le luxe de pouvoir bien se comporter. Enfin, il y a certains enfants qui vivent des situations extrêmement difficiles, qui n'ont pas d'autres moyens, pas d'autres exutoires que parfois la colère pour exulter les choses difficiles qu'ils vivent. Et très sincèrement, on se pose rarement la question de pourquoi ces enfants sont comme ça. Très souvent, on dit que ce sont nos élèves, on les catégorise, on les punit, et on a raison de ne pas les laisser agir, on a raison. Mais pourquoi ? Quel est... Et c'est notre rôle aussi, même si c'est... Ouais, mais de nouveau, c'est comme pour les enfants, hein, c'est ça que je disais. Les enfants, autant ils doivent savoir pourquoi ils doivent bien se comporter. Ouais. Nous, on doit savoir pourquoi l'enfant se comporte mal et pourquoi il faut le punir ou non. Oui. Voilà. Mais alors, ma prochaine question, c'est, ok, donc toi, t'as pas de truc de comportement, on est dans un il faut qu'ils comprennent, etc. On pardonne, et si, voilà, ils apprennent à réparer leurs erreurs, tout ça, enfin, tout ce qu'on vient de dire. Mais il faut quand même un cadre, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames quand même aujourd'hui dans toutes les pédagogies qu'on voit passer. Il y a beaucoup de gens qui se moquent, entre guillemets, pas vraiment, enfin, pas méchamment, mais qui ne comprennent pas les histoires de la pédagogie Montessori, par exemple, pour ne pas en citer une, mais où ils disent oui, mais bon, les parents d'aujourd'hui ou les profs d'aujourd'hui, ils laissent tout faire aux enfants, c'est eux qui décident s'ils font des maths ou du français, et ça va pas, et effectivement, ils ont raison, ça ne va pas, mais je pense qu'il y a un amalgame là-dedans. Complètement. Alors déjà, donc sur ces histoires-là, je vais parler juste de mon cas particulier pour ensuite, évidemment, élargir, en extraire et élargir. Donc nous, en classe, donc déjà, il y a un règlement de l'école qu'on doit tous suivre et qui est le même pour toute l'école, et ça tant mieux parce qu'en fait on doit tous se plier aux mêmes règles, donc on doit respecter les autres, venir à l'heure, s'il y a une blouse dans certaines écoles on met une blouse, être respectueux vis-à-vis de l'enseignant, voilà, toutes ces choses-là, avoir ses cahiers avec soi, son matériel, tout ça, ce sont des règles qui doivent être respectées par l'ensemble des élèves de l'école. Ensuite, nous, dans notre classe, une des premières séances d'apprentissage qu'on fait, c'est une séance en éducation morale et civique sur les règles qui nous permettent de vivre ensemble. On les établit ensemble, tous les ans, elles se ressemblent parce que finalement, on va pas réinventer le fil à couper le beurre, c'est toujours la même chose pour vivre ensemble. On s'écoute, on coopère, on est bienveillant, enfin voilà, toutes ces règles-là. C'est des règles qu'il faudrait rappeler, je pense, aux adultes aussi, hein, parce que franchement, c'est pas toujours respecté, mais bon, bref. Ouais. Tout à fait, si seulement. Mais donc, sous ces règles-là, on les rappelle, et puis moi, en tant que maîtresse, quand je dois rappeler les règles, et que je dois rappeler que ici on est en classe, je me réfère à ces règles. J'en ai besoin, moi, en tant que professeur, parce que quand je viens rappeler à un enfant qui ne se comporte pas bien, ce n'est pas moi, Anna, individuellement, qui juge seule parce que j'ai décidé que c'était pas bien, qui lui dit que c'est pas bien. Moi, je me réfère à un cadre qui nous protège, lui et moi. Je me réfère au cadre de l'école et au cadre qu'on a fixé dans la classe. Tu te souviens, on avait dit en début d'année qu'on était respectueux les uns vis-à-vis des autres. Tu te souviens, on avait dit en début d'année qu'on devait coopérer pour bien travailler ensemble. On doit s'entraider, être bienveillant. Tu te souviens ? Toi aussi, t'avais dit que c'était important. Rappelle-toi de ça et tu dois suivre cette règle. Tous les gens dans cette classe, ils doivent respecter ces règles. Et c'est vrai pour moi aussi. La bienveillance, ça s'applique à moi aussi. Le fait d'écouter mes élèves, ça s'applique à moi aussi. Alors moi, je suis pas une élève, donc je n'applique pas exactement les mêmes règles, mais en tout cas, ces règles-là, c'est à moi de les rappeler. Et moi, ça me protège. Ça me permet aussi de dire aux enfants, les enfants, c'est pas une injustice. Je me réfère à quelque chose qu'on a décidé tous ensemble. Et ça, c'est super important parce que si les enfants, ils ont l'impression qu'on prend une décision injuste parce qu'on est de mauvais poil ou parce que on peut pas les encadrer aujourd'hui, c'est problématique et du coup, on perd toute autorité. Alors que si on sait qu'on a un cadre auquel on se réfère et que la maîtresse, elle se réfère toujours à ce cadre, ça permet aux enfants d'accepter les décisions qu'on prend. Ça, c'est très important. Et ensuite, évidemment, la chose la plus insécurisante pour un enfant, c'est de manquer de cadre. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. En fait, pour pouvoir être libre, il faut un cadre. Absolument. Et ça, c'est vrai pour tout, pour la créativité, pour nous en tant qu'adultes. Voilà, quand on découvre des systèmes d'organisation et qu'on arrive à fixer un cadre dans sa journée, quand on a un emploi du temps, moi, je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie que depuis que j'ai un emploi du temps fixe, que je sais que mon année, elle se déroule comme ça tous les ans, que je sais quand sont mes vacances, que je sais quand sont mes week-ends, que je sais quand je commence du lundi au vendredi. C'est très sécurisant pour moi et ça me permet de m'éclater au travail, de tester plein de trucs, de continuer à être créative tout en étant en sécurité.
Et ça, c'est super important pour les enfants, fixer ce cadre-là et leur dire que voilà, c'est comme ça. C'est pas toi qui vas décider à chaque fois, à chaque seconde de chaque petite chose qui va se passer parce que c'est insécurisant pour toi. Donc t'inquiète pas, c'est moi qui vais gérer le planning de la journée, c'est moi qui vais te dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Toi, dans le cadre du déroulement de ta journée, tu vas avoir l'opportunité de créer des choses, de me montrer à quel point tu es créatif, de développer ton intelligence, de discuter avec les autres, etc. Bon, à titre personnel, par exemple, je pense que moi, ce qui me faisait le plus peur cette année en quittant l'enseignement, c'était justement de quitter ce cadre. Et je le disais à tous mes amis, je disais, mais en fait, moi, c'est pas le fait de plus être prof et que ça va me manquer qui me fait peur, parce que ça... Oui, ça va me manquer, mais c'est un choix et j'en suis consciente et c'est moi qui ai pris cette décision, donc je suis totalement ok avec cette décision. Par contre, ce qui me fait peur, c'est justement de quitter ce cadre parce que je sais que j'en ai besoin et je sais qu'il est très compliqué à mettre en place. Mais c'est très dur de mettre un cadre en place et c'est pour ça que pour les enfants, s'imaginer que on va les laisser vadrouiller dans la classe et les laisser vaquer à leurs occupations et faire ce qu'ils veulent, en fait, c'est impossible, c'est très très compliqué. Alors, sur les enfants de manière générale, c'est-à-dire comment est-ce que, par exemple, laisser choisir ses enfants chaque petit détail de la vie, c'est extrêmement, à mon humble avis, je suis tout à fait prête à en débattre encore une fois. Attention, disclaimer, je ne vous donne pas de leçon de morale, mais moi, à mon humble avis, laisser le choix sur chaque petit détail de la vie, c'est très insécurisant parce que ça met l'enfant face à des décisions qu'il n'a pas forcément à prendre à ce moment-là. Et à chaque fois, ça le met dans une forme de est-ce que je vais prendre la bonne ou la mauvaise décision. Donc choisir des choses pour lui, du quotidien qu'on choisit en tant que parent. Peut-être que vous choisissez les vêtements, peut-être que vous choisissez le repas, peut-être, je sais pas quelles sont vos règles, mais en tout cas les vacances, ce qu'on fait le week-end, toutes ces choses-là, c'est sécurisant pour les enfants. On peut pas demander aux enfants à quelle heure est-ce qu'ils veulent aller à l'école, parce que c'est pas une question de volonté, c'est aussi une question de société, de vivre ensemble. On doit pouvoir avoir la flexibilité, avoir l'inhibition nécessaire pour se plier aux règles de la société qui nous permettent de tous vivre ensemble et de ne pas penser qu'on est le centre de l'univers, même si on est toujours le centre de son univers, bien sûr, mais tout en sachant que toutes les autres personnes aussi sont le centre de leur univers et c'est pour ça qu'il y a des règles qui nous permettent de vivre ensemble. Maintenant, sur le choix des matières, je pense que c'est très important qu'il y ait un cadre en classe sur un déroulement de la journée, de savoir comment ça va se passer, de savoir ce qui m'attend, ce qu'on va faire cet après-midi. Ensuite, d'avoir des moments où les enfants peuvent choisir leur matière dans un temps bien précis. Développer leur autonomie, oui. Développer l'autonomie, en se disant que ils vont devoir passer par toutes les matières, mais qu'ils peuvent commencer par ce qu'ils veulent, par exemple. Moi, ça me choque pas, et c'est ce que je fais aussi avec mes élèves. Ça me choque pas non plus dans certaines approches Montessori à la maternelle, de se dire, l'après-midi, il va y avoir atelier libre où les enfants vont pouvoir aller développer certaines compétences par eux-mêmes, en sachant qu'à la fin de l'année, ils vont devoir développer toutes les compétences, donc ils vont forcément y passer. Ça, je trouve que ça peut être positif. Je pense que c'est là où est l'amalgame. Exactement. Parce que c'est souvent là qu'on se rend pas compte, mais derrière ces approches Montessori, derrière ces pédagogies différentes, nouvelles, etc., d'habitude, il y a un cadre. Si c'est bien mis en place, il y a toujours un cadre et c'est sur ce cadre que se basent les pédagogies différentes. Et je pense que c'est quand même important de le rappeler parce qu'elles sont beaucoup critiquées et parfois à tort. Et parfois pas à tort non plus, mais donc c'est pour ça que parfois à tort, parfois pas à tort, parfois par peur, parfois aussi parce que on se dit mais c'est tellement différent, pourquoi on vient nous bassiner avec d'autres choses, ça marchait très bien à notre époque, et ce qu'on ignore, c'est que ça marchait pas très bien à l'époque. On a l'impression que ça marchait très bien, mais parce que tout le monde n'avait pas accès à l'éducation comme aujourd'hui. Donc forcément, aujourd'hui, il y a plus de disparité parce que tous les enfants ne pouvaient pas avoir accès à l'école comme aujourd'hui. Parce que de nombreux enfants, à partir de 13 ans, travaillaient déjà, parce que l'école telle qu'elle est aujourd'hui, elle a quand même beaucoup évolué et elle s'est beaucoup démocratisée. Aujourd'hui, tous les enfants ont l'obligation d'aller à l'école. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc il faut aussi s'en rappeler que l'école c'était un privilège avant et que les professeurs tyranniques, très autoritaires, dans le mauvais sens du terme, qui régnaient sur leur classe avec une main de fer, ça n'a pas particulièrement aidé les enfants et les personnes aujourd'hui à s'épanouir parce que on vit pas particulièrement dans un moment de paix. Je ne sais pas, les gens de cette génération n'ont pas l'air particulièrement apaisés et je trouve que il y a beaucoup encore de violence et donc cette violence elle vient aussi de la violence de l'enfance parce que on peut pas s'étonner d'être violent avec les enfants et ensuite de récolter les fruits d'une société extrêmement violente, c'est tout à fait normal. On est violent avec les enfants et les enfants
on attend d'eux qu'ils aient le recul nécessaire pour se dire mais oui, mon papa ou ma maman ou mon oncle il est violent avec moi, mais c'est parce qu'il a eu une journée difficile. Et ensuite de ne pas reproduire ce schéma, faut pas rêver. Mais il y a des choses qui sont ancrées, justement. De nouveau, on revient au fait qu'il y a plein de choses qu'on apprend dans l'enfance, il y a plein d'habitudes qu'on apprend dans l'enfance, il y a plein de manières de parler. Tout simplement, si on parle mal à un enfant, il y a quand même beaucoup de chances qu'il répète des gros mots qu'il a entendus à la maison ou des manières de formuler une phrase qui sont choquantes. Mais combien de parents frappent leurs enfants quand ils ont eu un mot parce que les enfants avaient frappé? C'est-à-dire que les enfants frappent dans la cour de récréation, ils rentrent chez eux, ils se font frapper. Ouais, mais ça n'a aucun sens. Enfin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on ne voit pas ça, c'est une absurdité totale. Et c'est vrai que parfois on peut être pris finalement dans le feu du quotidien, on peut être pris par son déni, on peut ne pas voir ce qui se passe chez son enfant, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a une des personnes de la génération qui doit dire stop. Moi, je ne vais pas reproduire ce schéma-là. Et pour dire je ne vais pas reproduire ce schéma-là, ça demande un peu d'inhibition, ça demande de prendre sur soi et de changer un schéma qui a toujours été le même. Et ça voilà, il y a un moment où, et ça peut être nous, enfin ça peut être n'importe lequel d'entre nous qui décide d'arrêter ce schéma-là violent au bout d'un moment. Et je pense que toi, t'es dans une association, c'est ça qui travaille justement là-dessus. Je sais pas si tu Exactement. Alors moi, je suis dans une association qui s'appelle l'Enfant Bleu. Ouais. C'est une asso qui œuvre depuis très longtemps pour protéger les enfants et donc qui sont victimes de violences, notamment dans leur foyer. Et donc l'association accompagne les enfants ou parfois même des familles à un numéro qu'on peut appeler avec des écoutants, des juristes, des psychologues qui prennent en charge ces familles, qui les accompagnent dans tout le processus. Donc ça peut être le processus juridique, ça peut être la prise en charge du signalement, de l'information préoccupante, ensuite plus tard dans le processus, et puis qui propose aussi des suivis psychologiques à ces enfants. Et c'est une asso formidable qui fait un travail exceptionnel et qui mériterait vraiment encore plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à voir leur travail. Ils ont une médiathèque avec plein de documentation là-dessus. Ils ont un numéro que vous pouvez appeler si jamais vous connaissez un enfant qui subit des violences. Ce que je veux dire aussi, et qui est essentiel à mon sens, c'est que si jamais il y a un doute sur un enfant, que vous avez un doute, appelez le 119. Vous avez un doute, appelez le 119. Vous avez un doute, faites-le quand même si, parce que vous vous sentirez beaucoup mieux si vous avez appelé le 119, que vous avez parlé avec un écoutant. Le 119, c'est la ligne d'urgence pour les violences faites aux enfants. Un écoutant, que vous avez exposé la situation, que cette personne a pu vous aiguiller, que si vous ne faites rien. On a tendance à être très précautionneux avec les signalements, etc. Mais je vous assure que les précautions qu'on prend, elles sont beaucoup plus graves que les signalements qu'on ne fait pas. Mieux vaut un signalement qui finalement n'aboutit pas parce que c'était une inquiétude infondée, qu'il se passait autre chose dans la famille, mais que la famille a pu parler à des travailleurs sociaux, a pu être accompagnée peut-être pendant un moment, qu'un enfant qui continue à vivre dans une situation de violence et dont la vie peut potentiellement être brisée. Et puis surtout, les enfants n'ont pas les mots pour expliquer ça, ne savent pas à qui s'adresser. Souvent, c'est des situations qui sont délicates. C'est très et puis délicat. surtout, ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y a des enfants victimes de violences dans leur foyer. Dans tous les milieux, en fait. Dans tous les milieux, dans toutes les écoles, dans toutes les classes. Totalement. Moi, c'était un truc quand j'étais enseignante, on avait eu des formations, des présentations là-dessus et tout. Et de se rendre compte qu'en fait, on ne les voit pas parce que c'est peut-être une belle école, parce que c'est peut-être un milieu qui est aisé, mais finalement, en fait, ils en souffrent tout autant. Il y a une scène dans le film Police, je ne sais pas si vous avez vu ce film, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vous le conseille, mais à 1500%, c'est un de mes films préférés. Avec deux S, Police. Non. Et donc, en fait, il y a une scène où une petite fille révèle à sa mère que son papa commet un inceste. Et je crois qu'il me semble qu'il est préfet, enfin il a un rôle hyper important dans l'administration. Et quand il est convoqué au commissariat par les policiers, il leur dit mais vous allez faire quoi contre moi? Moi je suis un tel, je suis préfet, vous pouvez rien faire contre moi. Et c'est quand même un homme très éduqué, qui vient d'un milieu éduqué, soi-disant assez bourgeois, etc. Et pourtant, il y a de l'inceste. Et ça, je pense qu'on l'a vu avec la famille Agrandé, tous ces milieux-là qui sont issus de la bourgeoisie, etc. Il y a aussi de l'inceste là-bas. Il y a de l'inceste dans tous les milieux. Il y a des violences sexuelles dans tous les milieux. Il y a des violences et de la maltraitance psychologique et physique dans tous les milieux. Alors, elle peut s'aggraver à certains moments avec une situation de pauvreté, de misère, etc. Quand on n'a plus les ressources et que on peut
plus du tout accompagner ses enfants, bien sûr, mais voilà, mais de la négligence, il y en a dans tous les milieux, donc ça c'est important, et je trouve que nous, en tant qu'adultes, entourés d'enfants, on a ce rôle-là, il faut savoir prêter attention à ça, et puis il faut savoir que on est responsable collectivement. Donc quand il y a un enfant qui semble souffrir d'une situation de maltraitance, eh bien, même si on n'a pas envie de foutre la merde, il faut le faire. Il faut le faire, on n'a pas le choix et on est responsable. En fait, on est responsable moralement, premièrement, mais on est surtout responsable légalement. Parce que c'est ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger, de laisser des enfants dans le doute, je ne sais pas, je ne vais rien faire. Voilà, ça c'est illégal. J'ai une question qui n'a rien à voir avec ça, que je reçois souvent sur les réseaux et qui me laisse assez démunie. Ouais. Et je voulais en discuter avec toi. Donc j'ai souvent des mamans qui m'envoient des messages par rapport à leurs enfants qui doivent manger différemment, qui sont différents, qui se sentent exclus et qui ne savent pas comment faire pour gérer cette situation parce que les enfants ne se sentent pas bien avec ça. Comment est-ce qu'on enseigne à un enfant à gérer sa différence finalement? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour que l'enfant ne se sente pas exclu malgré sa différence? Je pense que dans toutes les différences, il y a une sorte de contre-pied qu'il faut prendre, c'est-à-dire qu'il faut commencer par accueillir ce que ressent l'enfant, donc essayer de comprendre ce qui se passe, donc le questionner sur ce que tu ressens de ta différence, est-ce que ça te gêne pas. Il y a des enfants que ça ne gêne pas, qui ne ressentent pas un décalage. Donc ça, parfois c'est les parents effectivement qui ont parfois c'est les parents qui projettent sur leurs enfants parce que eux-mêmes étaient différents et voilà. Donc ça, je pense que c'est important déjà de sonder parce qu'il y a certains enfants que ça ne dérange pas et qui sont à l'aise en fait dans leur basket déjà. Et puis ensuite, mon conseil principal, et ça c'est vrai aussi à la fois pour des situations quand on est différent, quand on se fait embêter, etc., de faire de sa différence une force le plus tôt possible. Donc trouver des manières d'en rire, de faire de la dérision, trouver des manières de répondre aux autres pour leur clouer le bec, trouver des manières de faire de cette différence quelque chose de fort et d'intéressant, de devenir un expert de sa différence pour pouvoir l'expliquer aux autres, pour pouvoir informer, éduquer les gens autour de soi. Ça peut être très 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 bien aussi. Ne pas en avoir honte, mais en être fier, renverser la vapeur pour montrer en fait qu'on a totalement confiance en soi, qu'on est super bien dans ses baskets, même si c'est faux, même si on se sent pas vraiment comme ça au fond. Il y a cette expression américaine de fake it until you make it, et je trouve qu'elle s'applique très bien ici. On fait semblant un petit moment, et au bout d'un moment, ça va devenir vrai en fait, parce que quand on est différent, parfois cette différence, elle peut être vachement intéressante et intrigante pour les autres. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui crée les moqueries, qui crée le regard un peu de côté des autres camarades. Donc je pense en faire une force, savoir en rire, retourner, avoir des petites phrases comme ça qu'on peut tout de suite ressortir, qui sont pas des phrases méchantes, mais qui sont des petits clouages de bec en bonne et due forme. C'est un chouette conseil, c'est vrai. Et moi, je dis souvent aussi quand on me pose la question que pour moi, finalement, le fait d'avoir la maladie cœliaque, c'est un cadeau. Enfin, bien sûr, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais c'est un cadeau dans le sens où ça m'a permis de poser mes limites. En fait, d'arriver à dire là, c'est stop. Ouais, c'est vrai aussi, je suis d'accord. Et en fait, c'est pas quelque chose que j'ai toujours su faire assez bien, parce que quand j'étais petite, j'ai toujours été gentille, j'ai toujours été donnante, vouloir faire plaisir à tout le monde et tout. Et là, avec cette histoire de manger sans gluten, en fait, là, c'est ma santé qui prime. La motivation, elle est intrinsèque, parce que je sais que je vais être malade vraiment si je mange du gluten. Et donc, c'est ma limite. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment appris à dire, là, en fait, c'est stop. Et je pense que moi je l'ai pas eu dans l'enfance, donc j'ai pas eu à vivre ça quand j'étais petite. C'est pour ça que parfois je me dis mince, quand on est enfant je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas en tant qu'adulte, je me dis ça a été hyper bénéfique parce que tu réussis, ça te met dans une situation où t'es obligé de l'apprendre et ça te sert dans plein d'autres moments de la vie finalement, de pouvoir dire non, ça je ne veux pas, non, je ne suis pas d'accord, non, ça ne me convient pas. Et la différence, je pense, permet aussi de mettre ses limites. Mais je pense que ça pourrait rejoindre ce que je dis dans le sens où quand tu réponds à quelqu'un en prenant la force avec toi et en retournant la situation, c'est aussi une manière de dire là tu vois ce que tu me dis, voilà je te pose la limite, voilà ce que j'en pense. Et si c'est spécifiquement sur le gluten, je pense que
En plus, le gluten, je pense que ça s'explique facilement aux enfants. Les villosités, on peut dire que c'est des petits poils ou des petites, des petites choses dans notre estomac, qu'elles étaient toutes tristes. Enfin, je pense qu'on peut expliquer l'histoire. Et le fait de pouvoir l'expliquer pour que eux puissent ensuite la transmettre, parce que ça fait partie aussi d'eux, ça peut être une manière de leur donner de la force. Et comme j'ai dit, des petites, effectivement, mais expliquer aussi, je pense que c'est important, parce que souvent quand on a affaire à un enfant, on infantilise. Enfin, on se dit, il va pas comprendre, on va pas lui expliquer, ça sert à rien, on va pas aggraver la situation. Moi, je pense que dire la vérité, si c'est le cas de la maladie cœliaque, c'est une maladie. En fait, dire le mot, je pense que c'est pas forcément grave. Évidemment, il faut utiliser des mots qu'on peut comprendre, qui font pas peur, mais ça donne un pouvoir. En fait, il a le droit de comprendre pourquoi. Et en comprenant pourquoi, effectivement, bien sûr, ça donne envie. Et moi, ça me donne la chance de manger plein de trucs. Toi, tu connais peut-être même pas le pain au maïs, et moi, j'adore. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut raconter. Il y a plein d'histoires qu'on peut raconter. Je pense qu'on sous-estime la capacité de résilience des enfants. En grandissant, on se rend compte finalement qu'autour de nous, il y a plein d'adultes qui ont vécu plein de traumas et on se demande, mais comment t'as fait pour traverser ça? Parce que c'est quelque part la capacité mais incommensurable de résilience des enfants qui fait qu'on peut traverser tout ça. Et alors faut pas en abuser, il faut pas se dire il est résilient, je peux lui foutre 2 claques et ça ira, pas du tout. Mais par contre, faut pas préserver dans le but de ne pas informer dans le but de préserver. Non. En fait, dire la vérité, ça peut parfois faire un peu mal, mais ça peut aussi donner des armes et ça peut aussi permettre de se construire. Et vaut mieux dire les choses comme elles sont. Ouais, mais je pense que de toute manière, quand on cache l'imaginaire de l'enfant, imagine parfois pire en fait. Exactement. Et je pense beaucoup à ça pour des cas de divorce, de difficultés entre les parents, etc. Je pense que un enfant, ça ressent l'énergie aussi. Donc ça voit quand un adulte est triste, ça voit quand ça va pas, ça voit quand on est inquiet. Et si on donne pas de raison, en fait, on s'imagine des trucs. Bien sûr, et puis souvent quand même, les enfants ont tendance à penser que c'est de leur faute. Donc je pense que c'est très important de dire, papa et maman, ils ne s'aiment plus. On n'est plus ensemble, ou maman et maman, ou papa et papa, bref, on ne s'aime plus, on se dispute très souvent, et nous, on n'a plus envie de se disputer comme ça, mais toi, tu n'y es pour rien, on t'aime toujours, on t'aimera toujours, et on va juste réorganiser nos vies. Et de le dire comme ça, au lieu de cacher les choses, de camoufler, ça permet aussi aux enfants de faire partie de ce processus, et encore une fois, ça les responsabilise, et ça leur montre qu'on a confiance en eux, qu'on sait qu'ils sont capables d'entendre ce qu'on leur dit. Ouais, c'est hyper intéressant, et cette idée de culpabilisation aussi est hyper intéressante parce que on sous-estime et très souvent ils n'ont pas les mots de nouveau pour exprimer. Pour exprimer, ouais, bien sûr. Et ça génère des grandes tristesses et des grandes peurs. Après, on se cache souvent, nous les adultes, derrière cette idée que les enfants ils n'ont pas les mots, qu'ils veulent pas nous dire qu'ils n'arrivent pas parce qu'on n'ose pas leur demander. Mais en fait, ils ont quand même souvent, si on creuse vraiment, qu'on leur pose des questions, qu'on essaye de leur demander comment ils se sentent vraiment, ils ont quand même souvent les réponses. J'avais une question par rapport au diagnostic de tous les troubles 10, etc. Enfin, tout ce qui va dans cette catégorie encore toujours la différence, mais la différence scolaire. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Souvent, on en rigole entre profs. Enfin, nous, on en rigolait parce que à chaque fois, on disait oui, mon enfant est hypersensible et dyscalculique, Bon, ok. À chaque fois qu'on avait un rendez-vous parent, il y avait ces histoires de diagnostic avec 40 000 cases dans lesquelles on mettait les enfants et des raisons pour lesquelles il fallait faire spécialement attention à cet enfant-là en particulier. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dur d'avoir un avis comme ça de manière globale parce que ça dépend des cas. Moi, je suis plutôt assez contente de manière générale que on puisse diagnostiquer les enfants, pouvoir comprendre le fonctionnement de leur cerveau, de leur intelligence, savoir aussi quelles sont les difficultés auxquelles ils font face et savoir s'adapter. Je suis plutôt assez contente de ça parce que je me dis que ça permet aux enfants de se déculpabiliser justement, de se dire c'est pas de ma faute. Totalement. En fait. Voilà. D'être légitime dans leurs difficultés. Exactement. Ensuite, je pense aussi que notre rôle à nous, en tout cas en tant que professeurs, je parle pas des orthophonistes, des parents, etc., mais nous, en tant que professeurs des écoles, enseignants, etc., nous, notre rôle, c'est de prendre les enfants tous dans la globalité, c'est-à-dire d'accepter tous les enfants dans la classe et d'investir en chacun d'entre eux une confiance de réussite à 100%. On sait, en arrivant le lundi matin, 1er septembre, que tous les enfants ne vont pas réussir comme on le veut, mais on doit le croire intimement que oui, grâce à l'enseignement, grâce à nous, ils vont réussir exactement tous comme on a envie qu'ils réussissent. Et ça
C'est une idée qui vient de Philippe Mérieux, qui est un grand pédagogue français aussi contemporain. Je suis en train de lire un de ses bouquins qui est assez bouleversant, qui s'appelle Le choix d'éduquer. Et donc, il parle un peu de cet enjeu-là, de se dire, on sait finalement qu'on va pas réussir à faire réussir tous les élèves, mais on doit avoir assez d'ego quelque part pour se dire que si, on va y arriver, et de se responsabiliser entièrement. C'est super important de ne pas diluer cette responsabilité sur les autres. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à diluer cette responsabilité de la réussite des élèves sur les parents, par exemple. Ah bah c'est pas moi le problème, c'est parce que les parents ne s'occupent pas de cet enfant, donc il ne peut pas réussir. Ah mais il ne peut pas réussir parce qu'il est TDAH. Ah mais il ne peut pas réussir parce qu'il est 10 et 10 et 10. En tant qu'enseignant, même si on n'a pas ces informations, on doit être persuadé et on doit avoir cette illusion un peu folle que si, en fait, il va réussir, même si je ne connais pas son diagnostic, tout en ne sachant rien de lui, en comprenant avec mon intelligence que cet enfant est différent, mais je vais investir tout mon travail, tous mes espoirs et toute ma confiance en cet enfant, car au fond de moi, je suis persuadée qu'il va y arriver, même si je sais que finalement, c'est pas forcément possible. En fait, pour moi, le problème, effectivement, je pense que quand il y a un vrai souci, c'est bien de mettre un mot dessus, parce que quand on a difficile, c'est bien de savoir pourquoi on a difficile ou plus difficile que les autres. Je trouve que ça enlève une forme d'injustice, entre guillemets. En même temps, pour moi, ce qui est difficile avec ces diagnostics, quand on n'arrête pas de le répéter à l'enfant, c'est que de 1, ça le met dans une case. Et que de 2, ça enlève aussi la motivation parce qu'il se dit, de toute manière, moi, j'y arriverai pas ou j'y arriverai pas aussi bien que les autres parce que je suis XY. Moi, j'avoue, j'ai pas rencontré d'enfants comme ça. C'est-à-dire, j'ai jamais rencontré d'enfants à qui on avait dit tu es dyslexique et qui se disaient du coup, comme je suis dyslexique, je peux abandonner l'affaire. Par contre, j'ai rencontré des enfants à qui on disait qu'ils étaient nuls et que du coup, comme ils se pensaient nuls, ils avaient abandonné. Ça, oui. Par contre, dyslexique et TDA, etc., jamais. Franchement, j'ai trouvé toujours que les diagnostics portés... après c'est mon expérience et peut-être que c'est pas pareil partout. Je comprends aussi qu'en tant que prof, on soit là en mode oh là là, j'en peux plus de tous ces dialogues et tout. Je pense que c'est pas apprendre, je veux dire, chaque enfant est différent. Moi j'ai eu tous les ans dans ma classe, j'ai des TDAH, ils sont tous différents, ils n'ont pas du tout le même trouble de l'attention. D'ailleurs on appelle ça plutôt aujourd'hui RH, c'est-à-dire trouble de la régulation de l'attention. Mais tous les enfants sont différents, donc en fait c'est notre expertise d'enseignant de savoir comment enseigner à ces enfants, comment organiser le quotidien pour que ce soit facile pour eux et qu'à la fois ils arrivent à s'intégrer au groupe et que ce soit pas un cours individuel. Mais par exemple, je trouve pour le TDA, TRA comme on veut l'appeler, c'est vraiment bien parce que ça se voit en fait, ça se voit qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas rester assis comme ça sur les chaises. Et le fait de faire des petits aménagements, de pouvoir les laisser bouger, de pouvoir se rappeler que eux ils ont besoin qu'on leur rappelle qu'on est en train de faire ça. Tiens, on est en train d'écrire, t'as écrit. Tiens, on est en train d'écrire. Ah oui, on est en train d'écrire. Ça, c'est super important parce que parfois on peut se dire mais en fait il s'en fout ce que je lui raconte, mais il s'en fout pas. Son cerveau, il fonctionne différemment. Et si on met ces aménagements-là en place tôt, ça peut s'améliorer. Et si on le fait pas, il y a pas de chance que ça s'améliore en fait. Donc voilà. Non mais totalement, mais je pense que ça légitime pour l'enfant et pour l'enseignant quand c'est bien expliqué et quand c'est bien mis en place effectivement. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu des cas d'enfants où en fait être 10 dans la tête des parents c'était égal être nul et donc dans la tête des enfants aussi. Et donc en fait je pense que le problème vient de là plus que du fait qu'il est différent. Et là c'était plus une question de différence, c'était une question de... Il avait la carte joker de moi je suis nul parce que j'ai une très bonne raison d'être nul et donc j'ai pas besoin de faire d'efforts parce que dans tous les cas j'y arrive pas. Oui, j'entends ce que tu dis, c'est vrai que ça peut peut-être arriver. Il y a aussi le cas inverse qui est assez embêtant, qui est les parents qui ne voient pas du tout les énormes difficultés de leurs enfants et qui sont dans un déni mais profond. Mais c'est difficile d'accepter que son enfant est différent. Bien sûr, et je comprends, franchement je comprends, et souvent ça prend quelques années et au bout d'un moment, CM1, CM2 généralement ils se réveillent. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enseignante c'est très frustrant parce qu'on se dit mais là si vous l'accompagnez pas en fait ça va être compliqué quoi. Mais j'aime bien cette idée de Philippe Mérieux quoi, de se dire pense que t'es tout puissant. Arrive dans ta classe en disant je suis tout puissant. Mais il y a un TED Talk comme ça qui me fait pleurer à chaque fois moi, mais je le regarde souvent. C'est un TED Talk de Rita Pierson et pareil ça parle du métier d'enseignant et moi je pense que c'est un des discours qui m'a fait vouloir devenir enseignante finalement. C'est je sais pas, je pense qu'elle parle 15-20 minutes et justement elle parle de ça et elle parle, je vais pleurer de nouveau parce que vraiment ça m'émeut hyper fort ce discours, mais elle parle de son discours de début d'année où elle explique à ses élèves qu'ils sont tous dans un bateau ensemble, eux c'est l'équipage, elle c'est le capitaine, donc c'est elle qui monte la direction et tout le monde
monde doit ramer ensemble pour faire avancer ce bateau, pour aller dans la classe suivante. Enfin, elle met ça comme ça. Et donc, elle explique à tout le monde qu'on est ensemble et qu'on doit tous y arriver ensemble et qu'elle compte sur chacun d'entre eux. Et que d'ailleurs, chaque élève a été choisi pour être mis dans sa classe parce qu'il est exceptionnel et qu'elle est une prof exceptionnelle. Et je trouve que c'est une hyper belle image. Elle dit, moi je suis exceptionnelle et vous avez été choisis chacun un par un parce que vous êtes exceptionnels et on a été mis ensemble pour vivre une année exceptionnelle. J'adore. Et donc en fait, il faut que chacun y mette du sien. J'adore. Parce que si on a un qui rame pas, en fait on va pas y arriver. Bien sûr. Parce que tout le monde doit arriver de l'autre côté. On va pas en laisser, on va pas le jeter à l'eau. C'est impossible. On doit tous arriver de magnifique. Tout le monde, tout le monde doit arriver. Et je trouvais que c'était une hyper belle métaphore et elle le dit beaucoup mieux que moi. Et je trouve qu'elle est hyper touchante, quoi, parce qu'elle en parle. Et j'aime bien qu'elle dise, moi je suis exceptionnelle et vous êtes exceptionnel. Je pense que pour enseigner, il y a cet enjeu-là, on n'en parle pas trop, etc. Il y a à la fois un grand besoin d'humilité face à l'humanité, c'est-à-dire face à la nature humaine, face à tout ce qu'on peut pas faire, à tout ce qu'on peut pas résoudre, etc. Mais on a aussi besoin d'avoir une forme d'ego, de se dire qu'on est capable. De croire en soi vraiment, d'avoir une bonne estime de soi pour se dire qu'on n'est pas là pour rien et que nous, on est capable d'emmener cette classe jusqu'au bout de l'année. Toi, comment on a commencé comme ça au pied levé, reconversion professionnelle, toi il y a 4 ans je pense, mais moi il y a 4 ans aussi parce que cette année j'enseigne pas. Et on nous a donné une classe un peu comme ça, j'ai pas envie de dire sans diplôme parce qu'on a toutes les deux beaucoup de diplômes qui nous ont donné toutes sortes d'outils pour pouvoir gérer cette classe. Mais on n'avait jamais fait ça en fait. Ouais, bien sûr. Et donc en fait, tu te retrouves un 1er septembre, devant moi il y avait 26 perdus qui te regardent comme ça et qui se demandent de quoi on va parler aujourd'hui. Et en fait, il faut faire le spectacle, quoi. Et il faut avoir cette aisance, il faut croire en soi assez pour se dire, bah en fait, je suis là et je prends cette responsabilité. Et ils vont apprendre plein de choses. Exactement. Il faut tenir son rôle. Quand on est enseignant, on est enseignant. On n'est pas élève. Quand on est élève, on est élève. On n'est pas enseignant. Et tenir son rôle, c'est primordial. Savoir que c'est toi, capitaine du bateau, c'est important quand tu rentres dans ta classe. Et à certains moments, et puis c'est important aussi d'être flexible, à certains moments de savoir se retirer, laisser la place aux élèves pour que ce soit eux, pendant un quart d'heure, les capitaines du bateau qu'ils essayent pour qu'un jour ce soit peut-être eux aussi des capitaines. Il faut qu'ils essayent la barre. Et donc ça aussi c'est important de savoir le faire, de pas régner en dictateur dans sa classe. Mais moi je me souviens très bien aussi le premier mot que je leur avais enseigné, duquel on avait parlé, c'était un mot compliqué, c'était des CE2, ils connaissaient pas encore ce mot. J'avais demandé aux élèves, mais vraiment je pense la première phrase, je leur avais demandé s'ils connaissaient la signification du mot indulgence. Et je leur avais expliqué ce que ça voulait dire, qu'il fallait accepter que l'autre fasse des erreurs et être ok avec ça. Et donc je leur avais dit, moi je vais être indulgente avec vous parce que vous êtes élève et que vous apprenez et que donc vous allez faire des erreurs et ça fait partie du processus. Et vous allez être indulgent envers moi parce que moi je suis maîtresse et que pareil, comme vous, c'est un rôle et je vais faire des erreurs et je vais m'en excuser quand je fais une erreur. Et je pense que montrer cet exemple de dire je ne suis pas surhumaine. Il se peut que je fasse des erreurs. Je l'accepte et je m'en excuse. Et en tout cas, je vous présente mes excuses. Je pense que c'est une posture qui est hyper importante. Totalement. J'aime trop ce que tu leur as dit. Un très beau mot, l'indulgence. D'accepter que les autres fassent des erreurs. Et finalement, c'est aussi tourner vers soi. D'être indulgent vis-à-vis de soi-même. On en parle beaucoup. Le fait de se montrer à soi-même aussi de l'indulgence, ça va avec. En fait, la classe, c'est un miroir. Quand on n'est pas indulgent vis-à-vis de soi-même, il y a peu de chances qu'on le soit vis-à-vis des autres. Parce que éduquer, ça demande beaucoup d'amour propre. Ça demande beaucoup de respect de soi. Ça demande aussi d'être en lien avec l'enfant qu'on était, de se souvenir de ça, d'avoir de l'indulgence pour cet enfant qu'on a été, de pas le blâmer pour ses erreurs et ce qu'il a pas bien fait, etc. Parce que la bienveillance, même si c'est un mot très galvaudé, c'est quand même tellement essentiel. Le fait de regarder quelqu'un en se disant, en lui laissant le bénéfice du doute et en se disant en fait il a certainement pas fait ça parce que peut-être qu'il a pas entendu, parce que c'est dur pour lui au fond de la classe de bien l'entendre, parce que il a vécu une journée difficile, parce que quand il rentre chez lui il y a 6 frères et sœurs et ça crie beaucoup, parce que de regarder ça et de se dire, de laisser le bénéfice du doute à l'autre, c'est un travail au quotidien. Alors il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus simple que d'autres, mais pour moi en tout cas c'est un travail de chaque seconde, quoi. Mais il faut, mais de façon moi c'était un truc que je disais aux élèves aussi et que je crois intimement pour moi, mais si quelqu'un est violent avec quelqu'un d'autre, c'est sûrement qu'il est déjà violent encore 10 fois plus avec lui-même, à l'intérieur de lui-même. Si on a des mots violents qui nous sortent, si on a des gestes violents qui nous sortent envers quelqu'un d'autre, souvent c'est pas la faute de l'autre personne, c'est la faute de nous-mêmes envers nous-mêmes. Il y a un problème à l'intérieur de nous. Et donc pour pouvoir irradier cette bienveillance,
et comprendre, être dans l'empathie de l'enfant, etc., il faut déjà être apaisé à l'intérieur de soi. Ouais, complètement. Et je pense que dans la gestion justement des comportements qui posent problème, il y a vraiment ces 2 étapes-là. C'est remettre la règle, donc refixer la règle en redisant bien que c'est interdit et qu'on ne peut pas se comporter comme ça avec les autres. Peut-être rappeler pourquoi, mais en tout cas redire que non. Et puis ensuite, chercher à comprendre ce qui s'est joué. Parce que si on ne cherche pas à comprendre, on a 100% de chance que ça se reproduise le lendemain, le surlendemain, etc. Si on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est joué, mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, mais réexplique-moi, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que c'est ce moment-là qui t'a fait réagir comme ça, bah, ça peut nous permettre de détecter peut-être des moments clés pour les enfants et peut-être aussi de les rassurer et de leur montrer aussi que quand ils font des erreurs, nous, on est leur professeur quoi qu'il arrive. Quelles que soient les erreurs qu'ils fassent, qu'ils font en classe, quel que soit leur comportement, quelles que soient leurs notes, on est toujours leur maîtresse. Ça, je trouve que c'est important, oui, c'est rassurant. C'est rassurant, et puis c'est faire la part des choses entre l'identité et le travail, entre grands guillemets, d'élève. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est ça, je disais à mes élèves, mais en fait, là, tu es élève, mais ça n'enlève pas le fait que tu t'appelles X ou Y et que tu es un petit garçon et une petite fille qui a plein de qualités. Ça n'a rien à voir. Exactement. Et faire la part des choses et expliquer pour avoir une motivation intrinsèque. Voilà. Et donc, j'ai lu tout à l'heure dans tes stories qu'il y a quelqu'un qui te demandait si ça te manquait pas trop d'enseigner. Tu disais que non, toi, t'étais bien dans ton choix, genre que t'avais pas envie que t'étais bien dans ce choix-là. Et alors, moi, j'ai une autre question à te poser. On retourne l'interview. Allez. C'est genre, qu'est-ce qui te manque le plus ? Et qu'est-ce qui te manque le moins ? Bah, c'était pas un choix facile, et je dis que je suis bien parce que je suis contente avec mon choix, parce que je suis contente de faire ce que je fais cette année, de faire ce podcast, d'avoir des projets et de me lancer dans l'inconnu et de me mettre en difficulté finalement. Parce que justement pour moi cette histoire de pas avoir d'horaire c'est une difficulté, de me faire confiance et de lancer des projets comme ça c'est une difficulté, donc j'avais envie d'un nouveau challenge et je suis très contente dans ce que je fais aujourd'hui. Et puis en fait c'était pas un adieu, c'est juste une pause dans ma tête, et je me dis que si j'ai envie de retourner à l'enseignement un jour je suis libre de le faire, et je pense que ça facilite grandement quand même la décision. Qu'est-ce qui me manque le plus d'abord ? Je pense que c'est cette relation avec les élèves. Et en fait, ça va être très égoïste ce que je vais dire, mais c'est le fait de savoir que je suis, entre grands guillemets, irremplaçable le matin quand je me réveille. De me dire que si je suis malade, en fait, il y a un gros problème parce qu'il y a une 30aine d'enfants qui m'attendent à l'école et qu'en fait, je ne peux pas être malade parce qu'ils m'attendent et que j'ai besoin de m'en occuper. Aujourd'hui, ce que j'ai plus du tout. En fait, là, la semaine dernière, j'étais malade pendant une semaine. Et tout le monde s'en fout en fait que je suis malade. Enfin, je veux dire, si la vidéo Instagram elle est pas publiée, et si le podcast il est pas enregistré, et si mon rendez-vous il est annulé, finalement, ça change la journée de personne. Ouais, je comprends ce que tu dis. Et donc je pense que ça, cet aspect-là de vraiment servir à quelque chose, je pense que ça me manque beaucoup. Et je pense que c'est ce que j'aimais aussi dans ce métier d'enseignement, c'est l'idée qu'on sert vraiment à quelque chose et qu'on fait vraiment une différence qu'on nous à attend toutes quelque part. Les minutes qu'on est attendu quelque part, et qu'on a, au-delà du fait d'avoir un horaire, mais vraiment qu'on a un rôle à jouer en fait, et que on fait quelque chose qui a du sens. Et je dis pas que ce que je fais aujourd'hui n'a pas de sens, oui, bien parce que pas ça du en tout. a, mais et je dis pas que les métiers où on est au bureau ça n'a pas de sens, pas du tout, mais c'est juste que quand on est enseignant, c'est vraiment je dois aller en classe, parce qu'en fait si j'arrive en retard, il y a 30 enfants qui sont tous seuls dans une pièce et qui font n'importe quoi en fait, c'est dangereux, donc en fait je dois être là. Donc, voilà, donc je pense que cet aspect-là me manque beaucoup. Ce qui me manque beaucoup moins, c'est le fait qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus libre, que bien sûr quand on est enseignant, on a beaucoup de vacances scolaires et on a beaucoup de temps off entre guillemets, mais on peut pas choisir quand. Par exemple, là en mai, juin, j'ai pas mal d'amis qui commencent à se marier, j'ai plein de week-ends de prévus, et je me dis tout le temps, mais en fait, si j'avais été enseignante, j'aurais raté tous les mariages. Ouais, t'aurais jamais pu te libérer comme ça. Mais j'aurais jamais pu parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont à Paris. Il y en a beaucoup qui sont sur plusieurs jours. Enfin voilà, c'est pas moi qui décide de la date. Et en fait, j'aurais pas pu me libérer. Et ça, c'est une liberté que, je sais, c'est une énorme chance de pouvoir décider que j'ai envie d'aller faire un cours de sport le matin. En fait, c'est une chance incroyable énorme. Et c'est quelque chose qui me manquait quand j'étais enseignante, justement parce que j'étais tout le temps occupée, que j'avais des horaires très très stricts et que parfois j'avais envie de prendre du temps pour moi et que j'en avais pas. Donc voilà, c'est toujours une balance entre les deux. Maintenant j'ai beaucoup de temps pour moi et parfois j'en ai trop et je suis trop libre et c'est difficile à gérer. Et puis d'un autre côté, quand j'étais prof, j'en avais pas du tout. Ouais, je comprends. J'avoue que cette liberté-là, elle est précieuse aussi, et à la fois
c'est le prix à payer. Enfin, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, voilà. c'est ça. Et en fait, on peut pas tout faire. On peut tout faire, mais on peut pas tout faire bien, je pense. Bien sûr, on évolue parce que dans la pratique, on évolue. Et je pense que j'étais une bien moins bonne maîtresse la première année que la troisième année. Enfin, il y a plein de choses que je faisais très bien. Il y a plein de choses qu'il faut pas que je perde des débuts. Mais en même temps, tu acquiers de l'expérience et tu apprends tous les jours. Enfin, dire que tu refais chaque année la même chose parce que les élèves ont le même âge, c'est pas vrai. Enfin, c'est toujours des individus différents. Ah oui, totalement. Et puis puis en fait, c'est libre à toi d'avoir des projets nouveaux chaque année, de travailler sur des nouveaux sujets, de travailler différemment, de s'intéresser à différentes pédagogies, d'amener les sujets, de manière différente. Et je pense que c'est un métier qui est ultra riche, voire un des plus riches du monde. Pour moi, ça reste un des métiers les plus beaux du monde, quoi. Je ne pourrais que être d'accord. Bon, on a parlé de plein de trucs. Je sais pas s'il y a une question que t'aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai peut-être pas posée, un sujet duquel t'aurais voulu parler. Non, je pense que parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de l'alimentation, de la santé des enfants, etc. Pour revenir et clôturer peut-être là-dessus, je pense que c'est toujours une balance assez difficile à trouver quand on enseigne, de savoir quel est notre rôle, quelle est notre prérogative à nous, quelle est la prérogative des parents, parce que en plus l'alimentation, ça touche vraiment l'intime, donc en fait c'est vraiment quelque chose de très familial et ça se transmet comme ça, et donc ça peut parfois être une différence, voilà, entre les parents et l'enseignant. Et je pense que nous, notre rôle, ça doit toujours rester ce qu'on s'était dit en début de podcast, de donner toutes les clés pour pouvoir faire des choix éclairés dans la vie, et voilà, et d'en rester là, et à la fois de le faire vraiment d'une manière consciente et engagée. C'est beau. Si jamais on veut continuer à te suivre, je pense qu'on peut te trouver principalement sur Instagram, où tu partages toutes sortes d'astuces, de vidéos, de pensées du quotidien qui sont hyper intéressantes et exactement. Qui donnent le sourire surtout aussi. Voilà. T'as une chaîne YouTube aussi, mais je sais pas si je viens de la lancer, donc pour l'instant elle n'est pas encore alimentée, mais suivez-moi sur Instagram à La Vie d'enseignante. J'ai un roman jeunesse qui sort aussi très bientôt aux éditions Erol Jeunesse, et je serai ravie de vous en parler. Et voilà, si les thèmes de l'apprentissage vous intéressent et si vous avez envie de faire lire vos enfants entre 7 et 11 ans, eh bien n'hésitez pas à me contacter. J'ai trop hâte de le lire aussi. Voilà. Merci beaucoup Anna, merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais le podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à le partager à tous tes amis, à toutes les mamans, les maîtresses, les papas, les adultes que ça pourrait intéresser, parce que ça fera vivre l'épisode et puis plus de personnes pourront en bénéficier. Exactement, merci beaucoup Zoé pour ton invitation, c'était génial de discuter avec toi comme d'habitude. Ouais, c'était trop bien. À bientôt. Au revoir.